Aux États-Unis, la confrontation entre Joe Biden et Bernie Sanders se précise chez les démocrates après l'abandon surprise de Pete Buttigieg dans la course à la présidentielle. Un retrait qui survient à la veille du Super Tuesday des primaires démocrates, le Super Mardi. 14 États vont se prononcer ce mardi en une seule journée. Avec nous pour en parler, Clément Perrault, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes auteur de Démocratie, mais l'on doit lire comme Democrazy. C'est un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders. C'était aux primaires de 2016. Avec nous également Célia Belin des démocrates en Amérique. L'heure des choix face à Trump, édition Fayard, fondation Jean Jaurès. Et avant d'oublier Démocratie, Clément Perrault, c'est aux éditions Max Milo. Qui mal y pense. Avant de vous donner la parole à tous les deux, on revient donc sur l'événement de la politique américaine, l'abandon de Pete Buttigieg avec Anaïs Furtad. Pete Buttigieg, ému, dans les bras de son époux. Pour mettre fin à sa campagne, le candidat démocrate a choisi son fief de l'Indiana. Devant ses soutiens, l'ancien maire de South Bend annonce agir pour le bien de son parti. Notre objectif a toujours été d'aider à rassembler les Américains pour battre Donald Trump et marquer cette ère de nos valeurs. À ce stade de la course, la meilleure façon de rester fidèle à cet objectif est de se retirer pour aider à rassembler notre parti et notre pays. Alors ce soir, je prends la décision difficile de suspendre ma campagne pour la présidentielle. Pete Buttigieg est le premier candidat à la présidence américaine ouvertement homosexuel. Jeune, modéré, militaire et diplômé d'Harvard et d'Oxford, il aura marqué la campagne par son profil atypique. Certains voyaient déjà cet ancien maire de 38 ans devenir le plus jeune président de l'histoire des États-Unis. Un rêve contrecarré par son faible résultat samedi en Caroline du Sud, face à un autre modéré, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama. Mais le socialiste Bernie Sanders espère lui aussi pouvoir profiter de cet abandon. J'aimerais simplement souhaiter la bienvenue à tous ces partisans dans notre mouvement et les exhorter à se joindre à nous dans la lutte pour un véritable changement dans ce pays. Bernie Sanders, Joe Biden et les autres candidats démocrates s'affronteront ce mardi pour le Super Tuesday. Clément Perrault, avez-vous été surpris par cet abandon de Pete Buttigieg ? Je pense que surtout tout le monde a été surpris par la rapidité. Il faut quand même rappeler, comme le montrait Laurent Saïm la nuit dernière, que Pete Buttigieg a pris sa décision dans l'avion et qu'il a changé du coup la direction de l'avion qui l'amenait en théorie au Texas, qu'il a rapatrié en Indiana, si je peux utiliser la notion de rapatriement pour un déplacement interne à un pays. Donc oui, c'est très soudain et ça prouve à quel point cette primaire déjoue tout pronostic et qu'il faut, en tant que commentateur et analyste et journaliste, se tenir à distance de toute envie de pronostiquer un résultat. Alors lui, il dit que c'est pour jouer la carte du rassemblement. Précisons qu'officiellement, il n'a pas dit qui il allait soutenir pour l'instant, même s'il y a beaucoup de rumeurs autour d'un éventuel ralliement à Joe Biden. Vous qui avez écrit l'heure des choix face à Trump, comment pourriez-vous expliquer cet abandon soudain ? En fait, Pete Buttigieg n'avait pas de chemin évident pour aller vers une nomination démocrate. Il a fait un très bon score dans l'Iowa et dans le New Hampshire, mais ensuite dans le Nevada et Caroline du Sud, là où il y avait des grosses populations à la fois latino-américaines et afro-américaines, il a complètement sous-performé et on voyait très bien qu'il n'allait pas rattraper. Les chiffres des sondages montraient que dans Super Tuesday, donc demain, avec 14 États, il allait être dans des chiffres à 5, 6, 7, 8, 9%, mais donc pas de quoi dépasser le seuil des 15% qui est nécessaire pour accumuler des délégués. Et donc, du coup, il allait certainement être accusé d'affaiblir les candidats modérés ou les candidats qui pourraient faire option face à Bernie Sanders et freiner Bernie Sanders. Et du coup, c'est peut-être plutôt intelligent de sa part d'arrêter maintenant, auréolé de ses victoires de l'Iowa et du New Hampshire, et de ne pas nuire à la possible candidature soit d'un Biden, soit d'un autre modéré. Est-ce que ça... Ça, juste, c'est aussi le plus jeune, donc dans 4 ans, il peut se dire qu'il a une carte. Ouais, il prend date déjà pour 2024. Alors que si c'est Bernie Sanders qui prend l'ascendant sur le parti, manifestement, sa ligne idéologique ne sera pas majoritaire dans 4 ans, donc c'est foutu pour lui. Ouais. Donc en fait, s'il parie sur Joe Biden maintenant, il a des chances dans 4 ans. Pour Amy Klobuchar, pour le moment, elle reste dans la course, mais c'est parce qu'elle peut remporter son État qui est en jeu mardi prochain, alors que... D'ailleurs, le vainqueur, si c'est un démocrate, pourrait le prendre comme vice-président. Buttigieg, on n'en est pas là. 2 hommes blancs sur un ticket, j'en doute, mais on est vachement sur le symbole. Est-ce que ça rebat les cartes, cette démission, et dans quelle mesure, selon vous ?
Pas tellement. En fait, ce qu'on constate, c'est que le deuxième choix des soutiens de Pete Buttigieg ne sont pas uniformément derrière Joe Biden. C'est ce qu'on pense quand on lit des lignes idéologiques. On dit Buttigieg, il est modéré et donc c'est comme Joe Biden. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On sait qu'il y a beaucoup de gens en second choix de Pete Buttigieg qui choisissent Elizabeth Warren, certains qui choisissent Bernie Sanders. Parce que je pense que assez souvent, on a tendance à suridéologiser le choix des électeurs, à dire voilà, il y a la ligne modérée, il y a la ligne progressiste. En fait, Buttigieg lui-même n'était pas dans une ligne modérée très, très claire. Il était dans un combat générationnel contre Washington, représentant du Midwest, une sorte de nouvelle figure. Et donc, à ce titre, c'est pas vraiment un mini Joe Biden non plus. Il s'oppose pas forcément à Bernie Sanders. Donc, en fait, les mouvements sont beaucoup plus complexes qu'on a tendance à les analyser. Et du coup, la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il fait de la place. Il fait de la place pour Sanders et pour Biden pour s'affirmer, éventuellement pour un Bloomberg, Warren, Klobuchar pour prendre quelques points. Ouais. Et c'est vrai d'ailleurs que ce que vous dites quand vous parlez de l'électorat américain et de la manière pour laquelle il vote, on se dit souvent jamais les Américains ne se prononceront pour un socialiste, voire un communiste, au secours. Or, il s'avère que Bernie Sanders, peu importe d'ailleurs la suite, son discours prend. Son discours prend, son discours, on va dire, crée aussi du mimétisme, c'est-à-dire que les mesures qu'il portait en 2016, comme le salaire minimum à $15, sont aujourd'hui ont l'adhésion de tous les candidats, dont Michael Bloomberg, qui pourtant était opposé à ça jusqu'à récemment. Donc ça prend, et en plus dans l'électorat, ce qui est intéressant sur la dynamique de cette campagne, c'est que c'est une campagne d'idées, et qu'on voit les idées de Bernie Sanders progresser. C'est-à-dire qu'un exemple simple, la couverture maladie, couverture de santé publique que lui propose, le Universal Health Care, pour le faire en anglais, est légèrement majoritaire au niveau des États-Unis. Mais si on regarde dans les 3 premiers États qu'on votait à la primaire, on a une approbation populaire à 60 ou 70%. Ce qui montre qu'en fait cette campagne est une campagne d'idées, qu'on fait avancer des idées, et que finalement, quel que soit le candidat au final, il est finalement peu probable qu'on soit sur une solution peu ambitieuse sur la réforme de santé, par exemple. Ouais. Est-ce que ça peut être une force pour Bernie Sanders face à un Joe Biden, le fait qu'au fond, ça peut choquer de le dire, mais ils partagent le même constat, et vous le dites dans votre livre, ils partagent le même constat que Donald Trump. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes recettes. Mais ils partagent le même constat à la base, en fait, d'élite qui mépriserait le peuple. Je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale entre un Joe Biden et un Bernie Sanders, c'est sur l'analyse de ce que représente Donald Trump. Qu'est-ce que veut dire Donald Trump? Qu'est-ce que veut dire sa victoire en 2016? Il y a toute une partie du Parti démocrate qui considère que 2016, c'était avant tout un accident et que Donald Trump est une aberration historique. C'est Joe Biden qui le dit très souvent. Et donc, le seul objectif, c'est de battre Donald Trump. Et comme ça, il y aura un retour à la normale, un retour à la politique américaine, l'âme de l'Amérique, comme le dit Joe Biden. Mais de l'autre côté, il y a l'aile progressiste, en particulier Bernie Sanders, mais aussi Elizabeth Warren, et à certains titres Pete Buttigieg, qui considèrent qu'en 2016, Trump c'était davantage un symptôme qu'une cause d'une crise profonde, d'une crise socio-économique, une crise démocratique et une crise du modèle sociétal américain où les minorités sont sous-représentées. Et c'est face à cette crise profonde qu'il faut proposer pour 2020 un vrai changement. Et là, à ce titre, ça suffit pas de revenir à la normale. Et c'est pour ça qu'on sent cette tension très forte entre ceux qui disent peut-être que si on prend la personne, la coquille vide, le plus rassembleur, qui ne fera pas de vagues, ça va marcher. Et ceux qui disent non, il faut comme Donald Trump avait fait ce diagnostic, il faut répondre à la ferveur populiste des Américains. Alors c'est pour ça que sur ça, par exemple, l'establishment démocrate aime à faire croire que Bernie Sanders est le candidat rêvé pour Donald Trump. C'est faux. Donald Trump encourage Bernie Sanders par ses tweets lors de ses victoires parce qu'il souffle sur les braises de la division. Le rêve de Donald Trump, c'est l'explosion du Parti démocrate au cours de cette primaire et qui est un des scénarios à envisager. Mais Donald Trump le sait, en 2016, Bernie Sanders a gagné dans des États où lui a gagné finalement en novembre d'une courte tête. Je pense notamment au Wisconsin et au Michigan où Bernie Sanders a arraché des victoires improbables et où, à cause d'une abstention plus forte qu'en 2008, Hillary Clinton perd de 20 000 voix alors qu'il y a 200 000 personnes qui avaient été au cœur de la primaire de 2016. Qu'est-ce qui a changé au fond en 4 ans? Parce qu'à l'époque, beaucoup disaient jamais Donald Trump ne deviendra président des États-Unis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, on aurait pu être pareil dans la manière de mener cette primaire démocrate? Le premier élément qui a changé, c'est que Donald Trump n'est pas juste un opposant, un candidat. Donald Trump a malheureusement infusé. C'est pour ça qu'un des points sur lequel a insisté Pete Buttigieg, c'est qu'il fallait
enlever Donald Trump de la Maison-Blanche, mais aussi déconstruire le Trumpisme. Et c'est un véritable enjeu de sortir de cette radicalité d'une partie de l'électorat conservateur qui nie les faits sur les impeachments. C'était impressionnant, les interviews de supporters de Donald Trump qui niaient les faits, qui disaient qu'il fallait lire les rapports. Quand on leur lisait les rapports, ils niaient que c'était les bons. Donc, sur ce rapport à la vérité, il y a un vrai travail à faire dans la reconstruction du discours politique. Et au passage, je crains que Joe Biden ne soit pas la bonne personne puisqu'il a prouvé à plusieurs répétitions qu'il avait menti. Encore récemment, il a avoué avoir menti sur une fausse arrestation qu'il aurait eue en Afrique du Sud. Ce qui va être très très compliqué quand même pour le candidat ou la candidate démocrate, même si Elizabeth Warren est distancée. Comment battre un président, quoi qu'on pense de lui, Donald Trump, qui a un bon bilan économique? Oui, un bon bilan économique quand on regarde les chiffres de la macroéconomie. Donc c'est vrai que le taux de chômage est au plus bas, 3,5%, qu'il y a un taux de croissance très fort, que le Dow Jones est au maximum. Mais en fait, quand on regarde les inégalités sociales, il y a vraiment une crise, un malaise social très profond aux États-Unis, notamment parce que le salaire moyen des hommes de la classe moyenne et des classes populaires n'a pas évolué depuis 40 ans. Et que dans le même temps, on voit des coûts, le coût de la santé, le coût du logement, le coût de l'éducation, mais également la capacité à mettre de l'argent de côté pour sa retraite, qui explose. C'est x4 les coûts de la santé depuis 20 ans. Et donc, c'est pas étonnant si la santé est au premier rang des préoccupations. Les Américains des classes moyennes, les Américains des classes populaires peuvent être ruinés s'ils ont un cancer, ils peuvent perdre leur maison, ils ne peuvent pas mettre d'argent de côté pour les études du petit dernier. Et c'est cette crise vraiment profonde qui est du pouvoir d'achat en réalité et de la capacité à mener sa propre vie qui est au cœur de cette campagne. Très court parce qu'on va être pris par le temps hélas. On dit que ça va être la campagne la plus riche, la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. On a deux milliardaires côté démocrate notamment, au moins, plus qu'un maintenant puisque l'un a démissionné, il reste Michael Bloomberg. C'est vrai, ça va se jouer. D'ailleurs, moi j'y pensais en me disant peut-être que c'est pour ça aussi que Pete Buttigieg a démissionné en se disant pourquoi continuer à dépenser de l'argent alors qu'au final je n'y serais pas. On est clairement sur des montants indécents. Michael Bloomberg, en 2 mois, a dépensé un demi-milliard en fonds de campagne. Il n'y a pas de plafond, contrairement à la France. Il n'est pas pour autant moins riche. C'est-à-dire que le fait d'être candidat a fait augmenter sa propre fortune. Parenthèse mise à part, l'argent ne fait pas tout et la base militante, notamment de Bernie Sanders, le prouve. Il est difficile de se battre juste à coup de publicité qui coûte très cher à la télé. C'est pour ça qu'il y a des montants aussi délirants. Quand on fait face à une base militante qui est motivée, structurée, qui a appris de 2016 et qui a un désir de revanche assez bien chevillé au corps. Merci beaucoup Clément Perrault, merci Célia Belin pour ces précisions passionnantes donc, sur cette primaire démocrate. Le Super Tuesday, c'est donc demain mardi aux États-Unis.